Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Merci d'être avec nous. La principale actualité de ce dimanche 29 janvier, ce sont bien sûr les résultats des urnes. Inattendus, Benoît Hamon est le grand vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Le député des Yvelines remporte la majorité des suffrages. Il sera donc le candidat officiel de la gauche à la présidentielle. William Cromwell nous fait la synthèse des résultats dans l'Hexagone. La campagne de l'entre-deux-tours aura été rude, mais au moins pour ce qui est de la participation, elle n'aura pas été inutile. Et à moins d'un nouveau cafouillage de communication, les 2 millions de votants devraient être confirmés. En attendant, les premiers résultats tombent. Benoît Hamon, largement vainqueur, plus de 58%. Ce soir, il enclenche la campagne de la présidentielle. Notre pays, a besoin de la gauche, mais d'une gauche moderne, innovante, tournée vers l'avenir, qui pense le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il fut, capable de fabriquer et de porter un futur désirable. Le challenger Manuel Valls s'incline avec 41% des suffrages. Il salue ceux qui l'ont soutenu avant de défendre le bilan du quinquennat. Mais ce soir, il ne dira rien sur sa participation ultérieure. Je veux bien sûr remercier tout particulièrement ceux et celles qui m'ont apporté leur suffrage. En métropole, en Outre-mer, où je l'emporte largement. Benoît Hamon représentera donc le Parti socialiste à l'élection présidentielle, mais il ne sait pas encore quel parti socialiste exactement. Les urnes ont parlé de façon différente dans notre archipel. C'est Manuel Valls qui est arrivé en tête de ce deuxième tour de la primaire de la Belle Alliance avec une écrasante majorité. Stéphane Brie et Jérôme Anger nous dressent le bilan. Les consignes de vote du PRG local en semble-t-il étaient suivies. Manuel Valls rafle la mise avec 184 voix en sa faveur, plus de 75% des suffrages exprimés. Un résultat sans équivoque qui satisfait le représentant de la section locale du PRG. Lorsque l'on fait le point au premier tour où Valls faisait 30% et Sylvia Pinel un peu plus de 53% des voix, au second tour, Valls fait 75% des voix, donc l'addition s'est bien faite entre les deux candidats. Pourquoi ? Tout simplement parce que la ministre Annick Girardin avait clairement indiqué qu'elle soutenait la candidature de Valls au second tour et que de mon côté, j'avais invité mes militants et sympathisants à reporter leur suffrage sur Valls. Donc aucune surprise sur le plan local. Quand on regarde ce qui s'est passé à droite, on a une mobilisation 2,5 fois supérieure à la primaire, au second tour de la primaire de la droite. Au niveau national, on est à peu près dans les mêmes eaux, voire même un petit peu supérieur au niveau participation. Dans le détail, sur les 250 votants, Benoît Hamon obtient 58 voix à Saint-Pierre et 2 à Miquelon. Manuel Valls bénéficie selon le PRG du report de voix de Sylvia Pinel. Résultat, 169 voix à Saint-Pierre et 15 à Miquelon. Seuls 4 bulletins blancs et 2 nuls ont été comptabilisés. Ces voix en faveur de l'ancien Premier ministre n'auront pas suffi. C'est finalement Benoît Hamon qui remporte la primaire nationale de la gauche avec plus de 58% des voix. Manuel Valls n'a pas remporté la primaire de la Belle Alliance Populaire, mais l'ancien Premier ministre est sorti largement vainqueur du scrutin dans la plupart des collectivités d'outre-mer qui ont voté, un score suffisamment remarquable pour que l'ancien Premier ministre salue les électeurs dans son discours d'après-vote. Écoutons Manuel Valls à la Maison de l'Amérique latine. Je veux bien sûr remercier tout particulièrement ceux et celles qui m'ont apporté leur suffrage. En métropole, en Outre-mer, où je l'emporte largement, et c'est un motif de fierté dans cette France en grand, diverse et présente aux 4 coins du monde. Intéressons-nous plutôt aux résultats dans les Outre-mer. Manuel Valls n'a pas remporté la primaire dans l'Hexagone, mais on le sait, en Outre-mer, il est sorti largement vainqueur. Quels sont les résultats ? Laurence Théatin nous dit tout. Il y a 2 lectures possibles des résultats outre-mer. En nombre de voix, c'est Benoît Hamon qui l'emporte grâce à la Réunion qui concentre plus de 60% des 25 000 votants outre-mer. Mais globalement, chaque collectivité confirme sa dynamique de premier tour. Manuel Valls est en tête dans quasiment toutes les collectivités d'outre-mer, à l'exception de la Polynésie française et de la Réunion. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Il y a deux lectures possibles des résultats outre-mer. En nombre de voix, c'est Benoît Hamon qui l'emporte grâce à La Réunion qui concentre plus de 60% des votants outre-mer. Mais globalement, chaque collectivité confirme sa dynamique de premier tour. Manuel Valls est en tête dans quasiment toutes les collectivités d'outre-mer avec des scores parfois très élevés comme à Mayotte avec près de 90% des suffrages exprimés. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs qui avaient voté pour la candidate du PRG ont reporté leur voix sur Manuel Valls. La Réunion, elle, confirme sa dynamique de premier tour. Elle avait voté pour Arnaud Montebourg au premier tour. Elle transforme l'essai en votant pour Benoît Hamon pour ce second tour. Alors, l'exception de ce scrutin, c'est la Polynésie française qui avait placé Manuel Valls au premier tour et cette fois qui vote pour Benoît Hamon. Globalement, le taux de participation est lui plus élevé dans quasiment toutes les collectivités d'outre-mer. Une 6e étoile et un record planétaire pour les experts. Les Bleus ont décroché une nouvelle fois le titre de champion du monde. Victoire à Bercy 33-26 face à la Norvège. Le résumé de cette rencontre avec Éric Sintas et Thierry Ravalet. On ne trouve plus les superlatifs. Avec un mot très en vogue, on pourrait les appeler les phénomènes. Mais paradoxe, ce n'est pas ce qui les réjouit le plus. C'est la soif de titre, pour nous c'est la soif d'aventure. C'est bien vrai, à chaque fois on conclut une aventure par un titre, mais notre priorité c'est de continuer à passer de très bons moments ensemble. Le ballet bleu a mis un peu de temps à se mettre en marche, mais quand il fonctionne, qu'elle régale. Comme ce but de Cédric Sorindo sur une valse aérienne à 4 passes, se finissant tout en finesse. C'est ça aussi, le plaisir de jouer ensemble. Le plaisir aussi à 37 ans de se sublimer dans une finale comme Daniel Narcisse. Même si en face, les feux follets norvégiens avec leur remontée de balle inquiètent les experts pendant une mi-temps. Une mi-temps seulement, car en fin de première, Abalo sur son aile donne des ailes aux Bleus, alors que Vincent Gérard dans les buts leur donne enfin des certitudes. Ils nous ont vraiment mis en difficulté et on savait qu'on allait faire la différence à un certain moment. Tout dépendait du temps. En deuxième mi-temps, on est rentré vraiment avec cette détermination et on a eu la tête froide et on a eu moins d'erreurs qu'eux, ce qui fait la différence au final. La force tranquille bleue, on la voit après la pause avec une roucoulette Made in France signée Valentin Porte que n'aurait pas renié Jackson le magicien. Dans les buts, Vincent Gérard fait un festival qui en fait oublier presque la présence du capitaine Thierry Meyer dans ce tournoi. Enfin, il appartient à Nicolas Karabatic de conclure et de sacrer son ex-coéquipier, devenu entraîneur et qui savoure après le match. Aujourd'hui, le premier sentiment, c'est de dire oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait parce que je sais que j'étais quand même attendu au tournant. Et ça, c'est facile de dire aujourd'hui, c'est beau. Mais si je m'étais planté en quart de finale contre les Suédois, je ne serais pas en train de vous parler. Il y en a quelques-uns peut-être qui se réjouiraient. Ces gars-là, joueurs, coachs, sont des gars à part. En or, ça on le savait, mais désormais perchés tout là-haut sur la planète handball avec 6 titres mondiaux. Autre belle victoire, autre légende. En tennis, Roger Federer s'est imposé en 5-7 face à Rafael Nadal. C'était le choc des titans de l'Open d'Australie et le Suisse a ainsi remporté son 18e titre du Grand Chelem. Des blocages aériens, un recours judiciaire, voilà quelques-unes des réactions au nouveau décret de Donald Trump. Aux États-Unis, un texte interdit d'entrer les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Claude Sampère nous fait le point sur ces réactions. Il rêvait de partir aux États-Unis. Naïl Zayon est syrien. Ce matin, il a été bloqué à l'aéroport d'Istanbul. J'ai reçu mon visa pour pouvoir aller vivre avec ma femme et mon fils qui sont déjà installés à Los Angeles. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Après avoir reçu son visa, il achète immédiatement un billet pour les États-Unis et ce matin, il se présente à l'embarquement à Istanbul. Je leur ai montré mon visa, tous mes papiers. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'autoriser à voyager. Je leur ai dit, j'en prends la responsabilité. Ils ont refusé. Naïl Zayon a dû quitter l'aéroport sans savoir par quels moyens il pourra un jour retrouver les siens. Ici, c'est une famille irakienne, refoulée, obligée de revenir en Irak. Fouad Suleiman rêvait de s'installer avec sa femme et ses enfants aux États-Unis. Il est pharmacien et il a mis 2 ans pour obtenir les visas qu'il nous montre.
Au Caire, toute la famille a été refoulée au départ de l'avion. C'est une terrible erreur de la part des États-Unis, une erreur historique, on dirait une dictature. Quelqu'un signe et c'est applicable immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? On se croirait sous Saddam Hussein. Des centaines de voyageurs comme eux ont été bloqués à travers le monde. À Roissy, Air France a refusé d'embarquer 15 passagers. À chaque fois, c'est la compagnie qui est responsable et qui décide ou non d'autoriser la personne à voler. Si elle est refoulée à l'arrivée, la compagnie paye une amende. Aux États-Unis, des milliers de manifestants ont envahi les aéroports pour protester contre les décrets Trump. Dans la nuit, une juge fédérale de New York a suspendu l'expulsion des voyageurs munis d'un visa. Et finalement, chaque étranger qui réussissait à entrer était accueilli comme un héros. Place maintenant, comme chaque dimanche, à la rétrospective de la semaine, des morues de taille XXL. Cela faisait des années que l'on n'en pêchait plus, mais ces dernières semaines, le chalutier Béotuc en capture en grande quantité, 70 tonnes pour le moment. Patrick Caillet et Jean-Noël de Lizarraga ont assisté au traitement de ce poisson à l'usine de la SNPM. Nous sommes à la mi-saison de la campagne 2016-2017 du Béotuc. Ce mardi, le chalutier est chargé de la glace pour repartir en pêche. Ce sera sa 11e marée. Après avoir pêché du flétan noir dès juin 2016, son chalut, depuis 3 mois, ramène de la morue. Mais cette fois, les prises ont été remarquables. 70 tonnes de poissons, dont 2 tonnes d'aigles fins. Cela représente une semaine de travail pour les ouvrières et ouvriers de l'usine SNPM. Remarquable, cette fois aussi, la taille de certaines morues, qui mesure près d'1 mètre sans la tête. Avant, à l'époque, oui. Il a fait des années, c'est 2005, 2004, des poissons comme ça, oui. Il a fait tant qu'il n'y a pas vu de poissons comme ça. Il faut alors, pour soulager la trancheuse, découper la morue à la main pour ensuite la passer au salage. Quant à la machine à fileter qui n'a pas été mise en marche ce jour-là, elle ne peut traiter que des morues entières, donc avec la tête, de moins de 80 cm. Il existe des marchés pour les gros filets qui peuvent être découpés en sections, mais l'usine a fait un choix de calibrage lorsqu'elle s'est équipée de machines filteuses. Nous, on a adapté la chaîne de travail avec une machine à fileter donc jusqu'à les tailles de 80 cm plus ou moins, qui correspondait à des critères que nous avions définis dans la conception de l'usine. Et toutes les tailles au-dessus sont prévues pour être tranchées, puisque la morue salée est plus demandeur de gros poissons. Et c'est pourquoi on a conservé, nous, une ligne de tranchage pour faire du salé et une ligne de filetage pour faire du filet surgelé ou du filet frais, de manière à pouvoir travailler en fonction de la qualité du poisson, en fonction de sa taille et en fonction des demandes des clients. Des consommateurs, il en existe aussi à Saint-Pierre, qui en cette saison trouve, en dehors de la morue, peu de poissons sur les étals de la poissonnerie. En saison actuelle, il y a très peu de prises accessoires, donc c'est difficile d'avoir un éventail de produits. Mais dès qu'il y a un peu de produits autres que la morue, dans des quantités qui correspondent aux besoins du marché local, ce sont les pêcheries qui en sont destinataires. Il reste donc à guetter les prochaines marées du Béotuc. Il en reste une dizaine d'ici le mois de mai pour espérer bénéficier de ces prises accessoires dans nos assiettes. Restons avec les professionnels maritimes et pour évoquer cette fois-ci des actions qui ne les réjouissent pas du tout. 5 visites en quelques heures, une trentaine de dockers a été contrôlée lors du déchargement d'un morutier des îles Féroé. Pour la société en charge du transbordement, c'en est trop. Flavie Brie et Alain Redman. Les 32 dockers en charge du déchargement des navires venus des îles Féroé ont été contrôlés par l'inspection du travail. Une visite qui a du mal à passer pour le député. Le travail a donc été arrêté. Le grutier a dû descendre de sa grue, les dockers ont été interrogés. Je ne pense pas qu'à l'heure où justement nous essayons de retrouver une relance économique pour notre port, ce soit la meilleure façon de démontrer que Saint-Pierre-et-Miquelon est attractif et que l'on peut faire développer en tout cas les activités portuaires à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour le procureur de la République à l'origine de ce contrôle, rien d'anormal. Une procédure comme on en voit souvent en métropole. C'est un contrôle qui avait pour unique objet donc, de vérifier si les lois protectrices des salariés étaient appliquées. En clair, donc, tout ce qui tourne autour des règles d'hygiène et de sécurité, d'une part, et d'autre part, tout ce qui tourne autour des règles de protection sociale, hein, si les personnes sont bien déclarées et bénéficient d'une protection sociale.
Alors, moi, je tiens à souligner que l'activité de débarquement a été à peine perturbée, pour ne dire pas perturbée. Et à dessein, justement, j'avais demandé à ce qu'il y ait plusieurs personnes, 2 officiers de police judiciaire, donc et l'inspectrice du travail qui menait donc ce chantier, donc qui travaillait sur instruction du procureur de la République, donc pour que ça aille un peu plus vite. Seulement, en l'espace de quelques heures, ce même bateau a subi au total 5 contrôles. Une accumulation qui a quelque peu inquiété les armateurs étrangers. 4e navire, donc il a suivi contrôle du Fulmer, contrôle des affaires maritimes, plus de la police. Et ce matin, inspection du travail pour les dockers. Donc je tiens à préciser, on n'a rien contre le contrôle. C'est tout à fait normal. Mais c'est la manière dont ça s'est réalisé. Pour moi, eux, ils se demandent si ça sera comme en répétition ou c'est vraiment un contrôle banal de routine. Je comprends d'une certaine façon la réaction du monde de l'entreprise, même si c'est une réaction bien entendu disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Je comprends moins donc l'attitude d'un élu de la République qui se fait le relais donc, de cet émoi, je dirais, inconsidéré. Une réunion qui a permis de rassurer les armateurs présents sur le territoire. Le 5e et dernier bateau prévu fera bel et bien escale dans le port de Saint-Pierre. Mardi, le Conseil territorial de la prévention de la délinquance s'est réuni. Le préfet, le procureur, le président du Conseil territorial étaient autour de la table. Leur mission, dresser le bilan 2016 et définir les actions de 2017. Stéphane Brie et Anna Redman nous font le résumé de cette réunion. 111 procédures. Plusieurs chiffres ont été donnés, ceux du parquet, 251 affaires traitées contre 272 en 2015. Une constatation également, l'augmentation sensible de la délinquance routière, 57 infractions relevées par la gendarmerie en 2016, au lieu de 19 en 2015, une hausse importante qu'il faut relativiser. Ce sont essentiellement des constats qui ont été générés à la faveur de l'accroissement de la présence des gendarmes sur le terrain, sur des infractions qui sont plus ciblées, qui sont assez représentatives de ce qu'on constate sur les axes routiers de l'archipel, en l'occurrence les usages de portables au volant, l'absence de ceinture, quelques constats de vitesse excessive ont pu être faits, mais comme on était plus présent sur le terrain, c'était un axe d'effort pour l'année 2016. Parmi les délits, 60% des procédures concernent la violence, des faits commis surtout le week-end et la nuit. Un tiers des victimes sont des femmes. Le CLEF présent à ce conseil de préciser que 5 femmes avaient été accueillies durant l'année. De manière générale, la délinquance est en baisse, mais selon la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, 8 mineurs ont fait l'objet d'une prise en charge. Le plus jeune n'avait que 11 ans et demi. La stratégie de prévention de la délinquance s'appuie sur 3 piliers principaux et c'est sur ces points précis que les différents acteurs travailleront en priorité en 2017. Prévention auprès des jeunes, lutte contre les violences faites aux femmes et maintien de la tranquillité publique. Donc on va continuer à évaluer chacune de ces actions pour, avant la fin de l'année, préparer notre nouveau plan triennal qui déterminera les actions. Celles qui ont bien marché, on les continuera. Celles qu'il faudra améliorer, on essaiera de les améliorer. S'il y a de nouvelles actions engagées, on les engagera. Et puis il s'agira aussi de déterminer, bien entendu, les financements nécessaires pour mener ces actions. Pour 2017, de nouvelles campagnes d'information et de sensibilisation devraient être menées. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le harcèlement, ou plutôt le cyberharcèlement, fera également l'objet d'une attention toute particulière. 2017, année d'élection. Avant la présidentielle, les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon vont voter au territorial. À ce jour, une seule liste a été dévoilée, celle du mouvement d'Archipel Demain, mené par l'actuel président de la collectivité. Stéphane Artano brigue un 3e mandat. Mais comment a-t-il élaboré sa liste? Qui figure dessus? Les détails de Stéphane Brie et Claudio Arthur. Comme en 2012, Stéphane Artano, l'actuel président du Conseil territorial, est le premier à présenter sa liste pour les prochaines élections cantonales. Avec le slogan « Agir, c'est choisir », une formule qui place cette liste sur le chemin déjà tracé depuis une dizaine d'années. Agir, ça donne la notion d'action et Archipel Demain est dans l'action permanente. Choisir parce que tout simplement, pour cette action, nos choix sont clairs, assumés et transparents. Donc voilà, il était cohérent de dire que voilà, agir pour le territoire, c'est aussi choisir Archipel Demain.
23 noms, dont 12 nouveaux, et le respect de la parité 11 femmes et 12 hommes. Moyenne d'âge des candidats 45 ans, les deux plus jeunes sont des femmes, Cathy Cormier et Sandy Skinner, respectivement 28 ans. Ils sont issus de la fonction publique, de l'enseignement ou encore du secteur privé. Parmi ces candidats, le retour de Jean-Yves Desdoué présent durant le premier mandat de Stéphane Artano. Ça implique que le mouvement est capable de se renouveler. C'est surtout le message qui avait été également passé en 2012. Un peu plus compliqué en 2012, le contexte était un peu différent. Là, cette fois-ci, j'ai presque envie de dire qu'il y a 12 entrants. Je peux vous dire qu'on a dû d'ailleurs aussi refuser des gens parce qu'à un moment donné, on n'a pas la place forcément pour tout le monde et qu'on a été approché par des gens qui adhéraient aux valeurs et qui souhaitaient en faire partie. Donc ça veut dire aussi qu'il y a là un renouveau du mouvement Archipel Demain qui est plutôt bon signe pour les générations qui viennent. L'intérêt d'avoir dévoilé la liste, c'est également que les gens maintenant vont identifier ceux qui vont se porter candidats et qu'évidemment ces candidats sont aussi preneurs de retour de la population, de suggestions, parce qu'on bâtit le programme aussi avec la population. En tête de liste, en deuxième position, un nouveau nom, celui de Catherine Hélène, mais aussi celui des deux actuels vice-présidents, Stéphane Lenormand et Bernard Briand. Pour la section Miquelon-Langlade, 3 nouveaux candidats, Virginie Soto-Sabaros, Arnaud Gaspard et Claire Vigneault. À 2 mois de l'échéance, priorité est mise sur la finalisation du programme. Des rencontres avec la population devraient également être organisées. Habitants, bateaux enneigés, en noir et blanc ou en couleur même. Depuis bientôt 12 ans, il immortalise les particularités de l'archipel. Il s'agit du concours photo du musée de l'Arche. La compétition 2017 est ouverte. Cette année, il faudra capturer les passereaux, comme nous l'explique Lauriane Dechevieri. La responsable du musée de l'Arche est au micro de Stéphane Brie. La nouveauté de cette année, de cette édition 2017, c'est que l'exposition de ces photographies se fera non seulement à l'Arche, mais aussi à la MNE. Puisque le thème de cette année, les passereaux de l'archipel, était particulièrement adapté à une mise en valeur dans un lieu comme la MNE, qui aussi ouvre ses portes cette année, donc c'était une façon de le souligner. Pour s'inscrire à l'édition 2017 du concours de photos, il faut être âgé de 13 ans minimum au 31 mai 2017. Il faut être résident de l'archipel, c'est un concours uniquement réservé aux résidents. Il faut évidemment remplir son bulletin d'inscription, qu'on doit nous retourner ici à l'Arche par mail ou sur place directement, avant la date butoir qui est le 28 février. Depuis 2005, on a environ une centaine de personnes qui ont participé, un peu plus de 100 personnes. Et en termes de quantité de photos qui ont été présentées au concours ou présentées hors concours aussi, on arrive à 250 photos. Les participants cette année devront apporter à l'Arche 2 copies papier de leurs clichés candidats pour pouvoir réaliser justement cette double exposition à la fois à l'Arche et à la MNE. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 février, vous venez de l'entendre. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. À vos appareils photo, ensuite, vous avez jusqu'au 16 mai pour transmettre vos clichés. Après la photo, passons au film. Scénario, caméra, concert intimiste. Mercredi, le temps d'une soirée, le chalutier est devenu le décor d'un documentaire, celui du groupe canadien Our Lady Peace, très populaire ici. Pour le chanteur et sa femme, Saint-Pierre-et-Miquelon est une terre d'inspiration. Ils s'étaient rendus chez nous à l'occasion du festival Rock & Rome et ils ont ensuite choisi d'y revenir pour tourner une partie de leur documentaire. Le film va retracer leur vie autour de la musique. Vous le savez, puisque certains ont déjà enfilé leur maillot de bain. La piscine a rouvert samedi dernier. L'équipe du centre culturel et sportif propose de nouvelles activités, de nouveaux horaires aussi. Le programme avec Linda Sassi et Aldric Laïton. Pour permettre aux usagers de profiter du bassin, l'équipe a dû repenser le planning. Ça donnait une nécessité parce que quand on en proposait pendant les vacances, les gens répondaient présents et puis ils nous disaient que c'était un petit peu dommage qu'il n'y ait pas toute l'année finalement pour pouvoir avoir une vraie progression. Le semainier s'est donc étiré pour faire place à de nouveaux créneaux. Le segment destiné aux parents-enfants le dimanche a quant à lui été avancé au samedi. Concernant l'équipe affectée au bassin, un projet de taille se profile. C'est la formation bien nécessaire. Et donc le brevet national de sécurité et de secours aquatique qui permettra à pas mal de candidats de devenir surveillants de plage.
C'est une grosse formation qui va démarrer courant avril pour se finir fin juin. Et ce n'est pas terminé pour les amateurs de baignade, le chef de bassin voit grand. Pascal est en train de travailler actuellement sur une projection, faire de l'aquaciné, donc une projection de film dans la piscine. Qu'est-ce que ce serait cet aquaciné? Je ne peux pas vous en dire plus, ça reste surprise. Outre cette surprise destinée plutôt aux adultes, la piscine du CCS de Saint-Pierre va prochainement se doter d'une 3e structure gonflable. Les enfants vont nager dans le bonheur. Aujourd'hui, c'était la finale de tennis du tournoi ActiPlus. Elle opposait le duo Arnaud Hez et Philippe Venon à la paire Benoît et Mathieu Orsini. Les frères l'ont emporté 6-3 et 7-5 au terme d'un match très serré. Nous vous proposerons un résumé complet de cette rencontre demain dans Sport Première. C'est la fin de votre journal. Restez avec nous. SPM Première vous propose une soirée pleine d'action et d'effets spéciaux avec Nicolas Cage dans Ghost Rider 2. L'information revient en radio demain matin à 7h avec Frédéric Dott et à 20h vous retrouverez en télé Isabelle Tromelin. Je vous remercie très chaleureusement pour votre accueil et vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. Retrouvez l'information sur notre site internet.